Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael, le CEO d'Axialis. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Avec plaisir Thibaut. D'abord, merci beaucoup de me recevoir ce matin. Je m'appelle donc Michael Doliner, je suis le CEO d'Axialis, qui est un éditeur de SaaS de téléphonie à l'endroit de la relation client. Ok, donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme service pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec ce milieu-là? On propose un SaaS qui permet d'outiller les équipes relations clients, pas exclusivement les téléconseillers, mais toutes les parties prenantes, comme les superviseurs ou les administrateurs, les chefs de projet, on va dire, des services clients, pour opérer le flux téléphonique de leurs relations clients. Ok, donc c'est un outil pour qu'ils puissent exercer leur métier. Tout à fait. Ok. Et toi, comment tu es arrivé dans l'entrepreneuriat finalement? Qu'est-ce qui t'a poussé à monter ta première entreprise? Si c'est ton première entreprise, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans ce beau métier? Ouais, bien sûr. Alors, c'est effectivement ma première entreprise, mais c'est pas moi qui l'ai montée, D'accord. ni qui l'ai fondée. Je l'ai plutôt refondée il y a quelques années après avoir occupé différents rôles dans l'organisation. J'étais pas très scolaire comme garçon et donc j'ai eu des études un petit peu atypiques, on va dire. Et j'ai commencé à bosser à 21 ans. Je suis rentré comme commercial au SMIC dans cette société. Ok. Qui avait été fondée dans les années 90 par mon père et donc voilà, qui m'a accueilli tout simplement pour me permettre d'apprendre un métier, celui de commercial. Je pensais y rester 1 an ou 2 et puis j'ai fait plein de choses différentes. J'ai été assez rapidement dans une position d'intrapreneur parce qu'il y avait pas énormément, hormis au niveau de la direction générale, il y avait pas énormément de bonne volonté pour développer des choses dans le middle management. Et donc j'ai relevé des drapeaux que personne voulait relever et assez vite je me suis mis à développer des business units, à prendre la direction commerciale, la direction marketing, la direction des relations institutionnelles et en m'impliquant comme ça sur différents aspects, alors, toujours plutôt versé côté business que côté techno. Et ben j'ai développé cette appétence vers l'intrapreneuriat puis l'entrepreneuriat jusqu'à reprendre la direction générale en binôme avec mon associé en 2015. D'accord. Et on a opéré un pivot qui a commencé à être réalisé en 2016. On a changé de métier puisque notre background historique c'est opérateur télécom. On est devenu à la fin des années 90, début 2000 quand le marché s'est ouvert à la concurrence. Et en 2016, on a pivoté vers le métier d'éditeur de SaaS tout en cultivant notre compétence technique d'opérateur télécom, ce qui nous donne un peu une double casquette et un attrait particulier sur ce marché. Ouais. Donc quand tu es rentré dans l'entreprise familiale finalement, il y avait combien de personnes à peu près? Alors il y avait à peu près le même nombre, peut-être un petit peu moins, une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on est 35. Ok. Mais l'entreprise a eu des tailles assez variables ces 20-25 dernières années parce qu'elle a développé des activités, développé des filiales. Il y a une filiale à un moment donné qui s'appelait Axiatel et qui a été vendue. Et lorsqu'elle a été vendue, elle devait représenter à peu près une centaine de collaborateurs. D'accord. Donc voilà, l'effectif, il a fait des variations assez importantes. D'accord. Ok. Et donc, tu me disais effectivement que vous avez opéré un pivot en 2016. Je voudrais effectivement qu'on parle plus de la genèse finalement de ce pivot, plus que ce qu'a pu construire ton père auparavant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Quelles ont été un peu les constatations? Pourquoi vous avez voulu aller purement dans l'édition de logiciels? Ouais, bien sûr. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Ça demande de remonter un tout petit peu dans le temps pour comprendre les différents événements internes et externes qui nous ont amenés à réaliser ce pivot. Il se trouve que moi, à ce moment-là, les années qui ont précédé cette décision, donc depuis 2012-2013 à peu près, et j'étais président d'une instance déontologique sur le marché des télécoms qui faisait l'autorégulation du marché des numéros spéciaux.
D'accord. Ce qu'on appelle les numéros SVA pour service à valeur ajoutée. Cette association s'appelait SVA+. Maintenant, elle a fusionné avec une autre, à la fin de mon mandat d'ailleurs, avec une autre association qui a un rôle similaire sur le marché du SMS qui s'appelle la F2M et qui couvre donc maintenant l'autorégulation et la déontologie de ces deux marchés. Donc par numéros spéciaux, pardon, c'est les numéros qu'on voit par exemple dans les spots publicitaires payants pour prendre des hotlines. Aussi pour de la relation client qui vont être plutôt des numéros gratuits. Tout ce qui est numéros à 10 chiffres qui commencent par 08 et qui sont soit gratuits, soit payants avec différents paliers tarifaires. Les numéros courts à 4 chiffres ou à 6 chiffres, les 118 par exemple, c'est pour ça qu'on donne les numéros spéciaux. Et donc effectivement, cette association, elle permettait, il y avait un collège opérateur, un collège éditeur, et elle permettait de rédiger des recommandations déontologiques et d'essayer de lutter contre la montée des usages frauduleux sur ce marché qui sont relativement importants et qui ont d'ailleurs plus ou moins tué ce marché. Et donc cette position, donc j'ai exercé la présidence au nom d'Axialis sur ce marché dans cette association pendant quelques années, et ça nous a permis de nous rendre compte un petit peu en avance de ce qui allait se passer en bien ou en mal sur le marché. Malheureusement, on a eu conscience assez rapidement que ce qui arrivait était pas top, n'allait pas dans le bon sens du développement de ce marché. Au contraire, il y a eu quelques espoirs avec une réforme du plan de numérotation qui est intervenue en 2015 qu'on avait pensé de concert avec l'ARCEP qui est le régulateur du marché, mais qui n'a pas eu les effets escomptés et qui a fini d'abîmer la valeur ajoutée des opérateurs et des éditeurs sur ce marché. Donc c'était devenu un marché de commodité sur lequel il y avait de plus en plus de fraude et donc de plus en plus de contraintes réglementaires qui finalement ne contraignaient que les acteurs vertueux, c'est-à-dire nos clients. Donc clairement, on est arrivé à un moment donné où on s'est dit voilà, c'est pas ce métier-là sur lequel on veut tabler pour notre avenir. Il y a plus de valeur ajoutée, donc plus de marge. Le marché a mauvaise presse à cause des fraudes, donc les volumes baissent, les éditeurs se détournent des usages. Bref, il était plus du tout en développement, il était vraiment en bout de course. Et donc on décide de changer de métier. En parallèle, on a le président qui est encore le dirigeant opérationnel, c'est-à-dire mon père, qui nous fait part de sa volonté de prendre du recul vis-à-vis de la direction opérationnelle. Il dit les gars, moi, ok, je comprends, il faut pivoter, il faut changer de métier, mais moi je me sens pas de repartir sur une nouvelle aventure. Donc vous allez y aller sans moi. Ce qui quelque part rend un peu plus possible aussi ce pivot, parce que qui dit pivot dit changement de métier, changement d'écosystème, changement de culture, changement de culture managériale. Donc on change un peu l'ADN de la boîte et des équipes. Donc quelque part ça donne de l'espace pour opérer tous ces changements qui vont constituer et vont faire que le pivot va être plus ou moins successful. Et en parallèle de ça, on vend également une filiale, on cède une de nos filiales à un groupe américain. Donc la filiale qui s'appelait Axiatel, dont je te parlais à l'instant, qui avait été montée et développée par mon frère qui nous avait rejoint, et lui qui était un ancien du monde du e-commerce, puisqu'il a participé à la très belle aventure de Pixmania dans les années 2000. Il était au board et il était DG d'une des sociétés du groupe, MyPix, qui était le développement photo en ligne. Et donc quand il nous avait rejoint, il avait développé cette activité de e-commerce B2B, qui était pour nous une première expérience dans le SaaS, qui nous a fait un peu comprendre le business model et ses différents ces différents leviers. Et donc quand il cède cette filiale, non seulement on se dit que c'est effectivement dans ce sens-là qu'on a envie d'aller, mais en plus ça occasionne une remontée de cash sur Axialis qui nous permet d'investir sur ce qu'on appelle en marketing le produit star, et donc d'aller vers une nouvelle plateforme, un nouveau produit et d'investir sur la techno. Donc là, tu me disais que vous développez une solution pour le service client, c'est ça? Absolument. Comment vous avez fait ce choix d'aller vers ce type de produit-là? En fait, si tu veux,
avant qu'on fasse ce pivot, on travaillait, donc notre cœur de métier, c'était la collecte de trafic téléphonique sur les numéros spéciaux et puis le développement sur mesure pour des différentes applications vocales. Et donc, on travaillait dans des environnements assez variés. On faisait beaucoup de lignes antennes pour des radios. On faisait des services de jeux pour de la presse papier, pour des marques de food. On faisait des services de localisation de points de vente pour des chaînes de retail. Et puis, on faisait déjà des services clients, mais plutôt en mode sur mesure, à une époque où l'outillage était beaucoup moins poussé, beaucoup moins développé. Et donc, on était de plus en plus sollicité sur cette partie relation client. On commençait à avoir un certain, on va dire, une certaine connaissance, une certaine expertise qui se développait. Et donc, on a décidé d'aller dans ce sens-là. Alors, pour tout avouer, au début, on a développé 2 produits qui existent toujours, mais on pensait que notre business serait très équilibré à part égale presque sur ces deux produits qui sont finalement devenus une seule et même suite SaaS. D'accord. C'était d'une part la téléphonie d'entreprise et d'autre part la téléphonie pour la relation client. D'accord. On avait aussi une certaine expertise en termes de téléphonie d'entreprise parce qu'on avait travaillé sur de la téléphonie IP dès le début des années 2000. Et donc, en fait, on s'est aperçu assez rapidement et c'est un peu voilà aussi une partie de notre ADN et de notre philosophie. On s'est un peu laissé porter par les opportunités sur lesquelles le marché nous attendait, par les demandes des clients, et on s'est fait plutôt happer par la partie relation client, et on s'est aperçu que la téléphonie d'entreprise finalement était très importante en tant que complément de la partie relation client, qu'elle nous permettait de passer sur des dossiers où certains de nos confrères ne passaient pas parce qu'ils n'avaient pas cette téléphonie d'entreprise, et qu'elle était importante en tant que complément de la relation client, parce qu'il fallait qu'elle soit appuyée sur une téléphonie d'entreprise, et quitte à l'appuyer sur une téléphonie, autant que ça soit celle du même acteur qui par ailleurs est opérateur télécom et donc a une certaine maîtrise de bout en bout de la qualité de l'appel. Bien sûr. Voilà, nous on a nos propres portes de collecte DSL, de collecte fibre. Donc vraiment on va être capable de maîtriser la qualité de l'appel jusqu'à l'oreille du téléconseiller. Ok. Et donc tout ça aujourd'hui, donc quand vous faites ce pivot-là, j'imagine que quand même dans le service client, il y avait d'autres acteurs qui étaient déjà implantés avant que vous choisissiez de rejoindre ce marché-là. Quelles ont été un peu vos premières difficultés, que ce soit en termes de positionnement sur le marché, que développement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les premiers problèmes, si je puis dire, que vous avez pu rencontrer suite à ce pivot? Ouais, bien sûr. Alors effectivement, il y avait déjà plein d'acteurs, hein. C'est un marché qui était existant, très existant, déjà très dynamique, avec déjà une certaine concurrence. Donc la première difficulté, c'est se faire connaître. Alors en plus, on venait d'un marché sur lequel on était, même si on était une toute petite structure, on était quand même bien connu. Notre position dans les instances syndicales, on pourrait dire, faisait aussi qu'on avait une certaine notoriété. Là, on arrivait dans un marché où personne nous connaissait et où on ne connaissait personne, pour être clair, ou très peu de monde, où on comprenait encore très peu de choses. Donc la première difficulté, effectivement, c'est se faire connaître, développer sa notoriété, trouver son positionnement également, comprendre quel est, ne serait-ce que le bon prix de vente, quelle est la valeur de ton produit. On a mis un certain temps à comprendre, et puis comme tout le monde, on avait un peu tendance en arrivant sur un marché, on se dit bon on sait pas bien faire, il y a des concurrents qui sont là depuis longtemps, qui sont très forts. On va peut-être se mettre un peu moins cher pour se rendre un peu plus attractif. En fait, on s'est rendu compte que c'était contre-productif. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et puis ensuite, c'est passer d'un écosystème à un autre. Ça implique on a une équipe existante, donc il n'est pas question de licencier tout le monde. Au contraire, on a envie d'embarquer avec nous l'équipe, de la faire accompagner cette transformation. Alors il y a des gens à qui ça plaise et qui sont hyper volontaires et qui arrivent, des gens à qui ça plaît moins, qui sont un peu plus réfractaires, et puis généralement qui ont fini par partir. Ouais. Et donc la constitution des équipes, elle est compliquée parce que
Il faut à la fois transformer des équipes existantes en leur transmettant cette nouvelle culture, en leur transmettant des nouvelles compétences, un nouvel écosystème, une nouvelle manière de vendre, et à la fois, il faut aussi recruter des gens, des collaborateurs qui viennent de ce nouveau milieu et faire en sorte que la mayonnaise prenne. Voilà. Bien sûr. Donc ça fait partie des premières difficultés qu'on a rencontrées en arrivant sur ce marché. Ouais, j'imagine. Alors, tu parlais effectivement de notoriété, de se faire connaître. Effectivement, c'est l'un des enjeux majeurs et on voit aujourd'hui, il y a encore plus aujourd'hui, plein de services géniaux qui existent et parfois on n'en a pas la connaissance. C'est toute la difficulté. Comment vous avez pu travailler sur ça? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour aller gagner des parts de marché? Eh ben écoute, on a essayé plein de choses différentes. On a payé pour apprendre, comme on dit. On a investi dans divers canaux. Un des premiers quand même sur lequel on s'est concentré, et je le regrette pas d'ailleurs, même si peut-être on en a un peu trop attendu. C'est l'inbound marketing. Et d'ailleurs ça correspond un petit peu avec son essor en France. Donc on parle du milieu des années 2010. L'arrivée de HubSpot en force sur le marché français notamment, qui est un peu l'importateur de l'inbound marketing en Europe. Et donc voilà, on investit beaucoup sur l'inbound. On investit sur HubSpot en particulier, et on compte beaucoup dessus, un peu trop. Voilà, mais on a payé pour apprendre que effectivement l'inbound était une partie importante de ta notoriété, avec une orientation quand même très lead gen, donc très tournée vers l'acquisition. C'est pas de la notoriété pour la gloire, hein. On est héroïste, clairement. Je rappelle qu'on est une boîte indépendante. On joue avec notre argent. Donc ça c'est un premier canal fort, même si je te dis on en attendait sûrement un petit peu trop, et donc par moment on s'est senti un peu déçu, et on a compris que finalement ça n'était que un des canaux importants, mais que c'était quand même digne d'investissement. Je dirais que sans tous les énumérer, il y en a un en particulier qui est plus important, c'est finalement le premier business case fort. C'est-à-dire que à un moment donné, ce qui va vraiment asseoir ta notoriété sur le marché, c'est d'être capable de mettre en lumière la valeur que tu as développée pour un client qui lui-même a une certaine notoriété sur le marché. C'est-à-dire que quand tu sors, tu arrives à sortir en étant un petit poussé comme ça qui arrive sur un marché, et que tu arrives à sortir un acteur établi, un confrère à toi plus important en taille, en notoriété, etc., que tu arrives à le sortir d'un compte qui lui-même a une certaine notoriété, c'est un compte sur le marché du retail auquel je pense notamment, et que tu arrives à mettre en avant cette valeur ajoutée que tu as développée, et que les gars se disent waouh, il a sorti telle boîte qui était pourtant une belle boîte avec une belle solution, et visiblement le client il est super satisfait, suffisamment pour faire une conférence pour expliquer comment Axialis a développé de la valeur ajoutée au sein de son service client, lui a fait faire des économies, a augmenté la valeur de ses équipes de téléconseillers, etc. Ça c'est un peu le déclencheur qui est game changing. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Alors, tu me disais que vous jouez avec vos propres argent. Ouais. Alors, sans parler de jeu, mais donc je comprends donc que vous l'avez bootstrappé et que vous n'avez pas fait de levée de fonds, ce qui peut être surprenant pour l'édition de logiciels, parce que souvent c'est des coûts très importants, qui nécessitent une masse salariale conséquente. Pourquoi? Enfin, j'imagine c'est parce que vous aviez déjà les finances pour pouvoir le faire, mais est-ce que c'était un choix, et pourquoi ne pas avoir potentiellement fait une levée de fonds en cours de route comme ça, pour essayer d'accélérer, aller plus vite sur soit du développement, soit de l'acquisition, qui restent quand même des coûts importants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, bien sûr. Alors, c'est un choix, c'est pas une religion. C'est-à-dire que si demain on en ressentait le besoin, on sera pragmatique vis-à-vis de ce sujet. Effectivement, quand on fait ce pivot, on a déjà un business qui tourne, on a déjà une boîte rentable, et en plus,
on vient de vendre une filiale qui génère une remontée de cash et qui nous donne une certaine capacité d'investissement pour builder la nouvelle solution. Je t'avoue quand même que il y a eu certaines années un peu compliquées parce que t'investis, donc le résultat se creuse et puis même si l'idée c'est qu'il fasse un V, c'est-à-dire qu'à un moment donné il remonte. Bien sûr. La question c'est le creux du V, il est au-dessus ou en dessous du seuil de rentabilité. Donc évidemment il y a un moment donné où il est passé en dessous et où il a fallu vite remonter au-dessus. On y est arrivé comme ça. Okay. Donc on en est plutôt satisfait et on en retire même peut-être une certaine fierté, mais on a réussi à en sortir comme ça et on le sentait comme ça. Si on avait compris qu'à un moment donné on n'y arriverait pas de cette manière, on aurait très certainement été chercher des fonds. Mais c'était aussi important pour nous de nous prouver qu'avant de cramer du cash, on était capable de trouver de la rentabilité et d'apprendre. Certes, je disais tout à l'heure, on paye pour apprendre. Donc certes, on fait des erreurs et ces erreurs, elles se traduisent par des investissements qui sont infructueux. Mais on avait besoin aussi de se rassurer quant au fait qu'on était capable d'apprendre assez rapidement et que finalement, on s'est dit que si on allait lever du cash, on allait tout brûler et pas apprendre grand-chose. Alors que là, effectivement, on a le sentiment d'avoir appris assez rapidement parce qu'on était obligé, parce que certes on avait un peu de cash, on avait une activité qui était rentable, mais on savait qu'elle serait pas rentable très longtemps. Je parle de notre activité historique et donc il fallait vite qu'on trouve la rentabilité sur le nouveau marché sur lequel on allait et c'est ce qu'on a réussi à faire. Aujourd'hui, maintenant qu'on est dans une phase plutôt de croissance, de développement, de scalabilité, on se sent capable de faire ces progrès à un rythme suffisamment soutenu sans aller chercher des fonds externes. Je t'avouerai que par ailleurs, en termes de contrôle de majorité, répartition du capital, on était plutôt dans un mood, mon associé et moi, mon associé donc Nicolas Boug, qui était l'ancien CTO d'Axialis et qui maintenant est notre CEO. Donc si tu veux, on a une répartition de la direction générale qui est un peu bicéphale, plutôt lui sur la techno, le produit, les conditions opérationnelles et moi sur la partie business. On est plutôt dans un mood, je te disais, Nicolas et moi, de rachat de la société, de rachat de la majorité en tout cas, et c'est ce qu'on a bouclé comme opération récemment en début d'année, plutôt que dans un mood de dilution voilà qui serait la conséquence d'une levée de fonds. Ouais. Ok, alors justement, tu me parles de rachat, hein. Je comprends bien que là c'est interne, mais est-ce que l'acquisition externe, c'est un sujet pour vous d'aller racheter des plus petits acteurs ou vous n'en êtes pas encore là pour pouvoir... On n'en est pas encore là, ça pourrait l'être. On n'est pas certain d'ailleurs que ça soit un levier vers lequel on ira, mais on y est ouvert. Pour moi, c'est un sujet qui est assez proche, même si les ressorts sont différents, c'est assez proche de l'internationalisation. C'est-à-dire que l'internationalisation comme la croissance externe, d'ailleurs les deux sont souvent liés, hein, souvent on fait une croissance externe pour aller à l'international, implique d'avoir atteint certains milestones sur son marché domestique et sur sa croissance organique. Bien sûr. Et donc j'estime qu'on n'est pas encore suffisamment fort dans toute la chaîne de valeur pour être capable d'intégrer ça de manière rentable parce que c'est aussi notre culture, tu vois, le fait qu'on soit indépendant et que je dise en plaisantant on joue avec notre argent fait que on est vraiment soucieux du fait que chaque euro investi soit bien rentabilisé. Je sais que si demain on allait se développer, je dis n'importe quoi, en Espagne ou qu'on rachetait une boîte en Angleterre, le fait qu'on n'ait pas encore atteint ces milestones dans l'efficience de notre organisation fait que on serait beaucoup moins efficace qu'on ne l'est aujourd'hui sur notre marché domestique, parce que sur le marché domestique, tu arrives à compenser par un certain nombre de facilités que tu as. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais ça viendra peut-être. Ok.
Donc 7 ans après, quels sont vos enjeux aujourd'hui, ce sur quoi vous vous battez au quotidien? Quels sont un peu, voilà vos contraintes actuelles et ce que vous combattez? Alors les enjeux, l'enjeu même au singulier, c'est clairement scaler. Ouais. Il faut maintenant être capable d'accélérer. Il faut maintenant être capable de monter sur des périmètres de plus en plus importants. Je parle de périmètres en termes de user de la solution. Nous, on a un positionnement qui est mid-market. On va dire que on sert des services clients qui ont à peu près de 50 à 500 téléconseillers, ce qui est déjà une belle taille. On a quelques grands comptes dans le portefeuille. Je pense notamment à SNCF Connect par exemple. Mais on veut être capable d'aller sur des périmètres encore plus importants. Ça implique plus d'efficience en termes d'organisation interne. On veut être capable de délivrer plus rapidement en termes de roadmap produit. Donc tout ça, c'est une recherche d'efficacité de plus en plus importante. On veut être capable d'accueillir plus de clients dans le portefeuille. On veut que ces clients soient plus gros. On veut être capable d'aller sur tous les marchés. Je parle plutôt de secteur d'activité. Aujourd'hui, on adresse très très bien différents marchés. C'est déjà assez varié, hein. On bosse pour le marché du retail. On est assez présent. On bosse pour Promode, Galeries Lafayette, Agnès B, le magasin Franprix, le magasin Leclerc. Voilà. On travaille beaucoup pour le monde du travel. Je te parlais de SNCF Connect, mais on bosse aussi pour des pure players du web comme Voyage Privé ou Verichic, pour des acteurs plus anciens et traditionnels comme Caravelle Promo Vacances. D'accord. On bosse pour des acteurs du camping comme Homer ou Camping Paradis. Bref, je vais pas tous te les énumérer, mais c'est assez varié aussi. On bosse pour le monde de l'assurance, notamment. Et on parlait de ton passé dans l'armée. On bosse pour Uneo, qui est la mutuelle des forces armées. Voilà. Mais il y a des marchés sur lesquels on va pas encore parce que il y a des investissements importants à réaliser pour être performant sur ces marchés. Je pense au marché bancaire, par exemple, sur lequel on a, voilà, une approche qui est un peu de loin aujourd'hui, et qui nécessiterait un certain nombre de certifications qu'on n'a pas encore nécessairement, de normes comment dirais-je, qu'on opère aujourd'hui avec des partenaires, mais qui nécessiterait plutôt d'être intégré chez nous pour être vraiment performant sur ce marché. Donc voilà, il y a des enjeux aussi de continuer à se développer dans d'autres marchés. Ouais, alors tu as évoqué un début de réponse effectivement pour adresser le marché bancaire qui nécessite certaines spécialités, et accréditation j'imagine, et puis notamment du financement. Pour ce qui est du reste, qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui dans cette conquête? Est-ce que ça va être une augmentation de la masse salariale au niveau des process? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place dans les mois et années à venir pour y parvenir? Alors écoute, c'est plutôt une question de trouver la bonne organisation, et de trouver les bons process. Donc il y a différentes choses. Je peux pas trop rentrer dans le détail, mais il y a différentes choses qui ont été essayées avec plus ou moins de succès. Là, on sort d'une période, on va dire de 2 ans où on a un peu essayé plein de trucs, et on commence à trouver les organisations relativement efficaces qui nous permettent de délivrer du produit plus rapidement, de la features, on va dire, et d'être capable d'assurer le rythme que nos clients nous demandent, parce que finalement tu les habitues à une certaine qualité de service et puis tu grossis, puis tu as de plus en plus de clients et il faut maintenir ce rythme-là, voire l'accélérer, parce qu'ils sont de plus en plus exigeants et ils attendent de toi que tu aies ce rythme-là. Donc c'est simplement une question, pour répondre à ta question, une question d'organisation interne, et de trouver la bonne, celle qui est efficace et qui te permet d'accélérer, dans le sens où quand tu rajoutes un collaborateur sur une équipe de par exemple 10 devs, ce qui est à peu près notre cas, eh ben tu gagnes au moins 10% en efficacité, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
et ce qui est en train de le devenir. Ok, génial. Écoute, maintenant qu'on a fait ce beau tour d'horizon et qu'on comprend bien maintenant le cadre et le contexte global, si tu devais recommencer cette aventure from scratch, alors on peut prendre depuis le pivot, quelles sont un peu les leçons que tu en tires, ce que tu ferais, ce que tu ne referais pas? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, ce que je referais pas, d'abord, je pense que je je me concentrerai pas tant que ça. C'est une erreur qu'on a faite sur les compétences techniques des collaborateurs qu'on cherche à recruter. D'accord. C'est une erreur qu'on a faite parce que nous-mêmes avions pas certaines compétences pour aller sur un marché qu'on connaissait pas. D'accord. On venait plutôt du marché des telcos, comme tu l'as compris. On allait sur le marché du logiciel. On avait nous une vision du marché. Alors on va dire, je pense notamment aux équipes commerciales, aux enjeux d'acquisition client. On venait d'un marché où, pour vendre plus, fallait recruter plus de commerciaux. Ouais. C'était assez binaire. Tu recrutes plus de commerciaux, donc il y a plus de monde à faire de la prospection téléphonique. Ils décrochent plus de rendez-vous, ils ont plus de signatures. Ouais. Voilà, c'était assez basique. Et on va vers un marché qui est celui du logiciel SaaS, et on le sait pas encore à ce moment-là, mais qui est en fait hyper scientifique en termes d'acquisition client. D'accord. Où une équipe commerciale, c'est pas juste les commerciaux, c'est plein de rôles différents dans l'équipe, tous orientés différemment. Ils ont tous un petit segment à opérer et ils doivent être très performants chacun sur leur segment. Et nous, à ce moment-là, on sait pas vraiment ça, et donc on va chercher des gens qui ont la compétence technique. Et ce que je referais pas, c'est pas tant d'aller chercher des gens qui ont la compétence technique, mais c'est de négliger les soft skills. C'est-à-dire que je me dis, voilà, j'ai besoin de gens de sachants sur ce marché. Et puis s'ils sont pas hyper sympas, c'est pas grave. Si je les sens pas complètement en phase avec notre culture d'entreprise, c'est pas grave, parce qu'ils ont aussi des choses à nous apporter. Nous, on va leur apporter des choses. En pensant que eux avec leurs compétences techniques, nous avec notre savoir-être, ou tout simplement ce qu'on est d'ailleurs, savoir-être, ça serait peut-être prétentieux, mais tout simplement avec ce qu'on est en termes de culture, de personnalité collective, en fait c'est pas vrai, ça se mixe pas bien. Ça se mixe pas bien, et donc je transigerai moins avec les soft skills, avec la personnalité des candidats. Et d'ailleurs, c'est un méga point d'attention aujourd'hui dans les recrutements. Ouais, j'imagine que vous avez fait des processus en conséquence pour quand vous recrutez un commercial. J'imagine que c'est pour un segment dédié et que vous allez plutôt prospecter dans cet environnement-là, c'est ça? Oui, mais c'est surtout, alors effectivement, il y a une certaine segmentation qu'il n'y avait pas au début, mais il y a surtout une attention très particulière sur sa perso. Voilà, on passe une bonne partie du premier entretien à parler de tout sauf de boulot, c'est-à-dire à parler de lui. Ou d'elle, ce qu'il ou elle aime lire, regarder comme film, s'il est plutôt vin rouge ou vin blanc, ce qu'il fait comme sport, où est-ce qu'il a grandi, voilà, tout en essayant bien sûr de pas être indiscret et de pas rentrer dans des détails qu'il voudrait pas aborder. Mais d'ailleurs, on le laisse lui se présenter. À un moment donné dans l'entretien, on lui dit bon, ok, c'est super, ton CV, toutes ses compétences et tout, c'est formidable, mais qui tu es derrière le costard ou derrière le CV, c'est qui Thibaut, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui lui fait le lever le matin, et qu'est-ce que ses potes ou sa famille disent de lui. Voilà, on a envie d'acquérir entre guillemets des personnalités qui vont nous enrichir aussi humainement, et qui vont parfaitement fitter avec le reste de l'équipe, parce que on reste somme toute une toute petite boîte, hein, on est 35 environ aujourd'hui.
Et il y a un côté familial, bande de copains, où il y a des gens avec qui tu es heureux d'aller prendre une bière en sortant du bureau, des gens moins. Voilà, donc on considère que à la fois c'est une bonne stratégie si on parle froidement et de manière purement pragmatique que de faire en sorte que les gens s'entendent bien dans une équipe parce qu'ils sont plus productifs. Mais au-delà de ce qui pourrait apparaître comme un calcul froid, c'est ce qu'on est profondément. C'est-à-dire que ce dont on a envie, c'est de se faire plaisir au quotidien. Et pour se faire plaisir, faut être avec des gens qu'on a envie de voir tous les jours. Et c'est la première de nos valeurs. On a 4 valeurs qui ont été verbalisées. La première, c'est no pleasure, no business. Donc, si ça me fait pas plaisir d'être avec toi tous les jours, je vais pas être très efficace dans mon travail. Ou en tout cas, même si moi, mon petit périmètre, il sera bien fait, l'articulation entre nos deux jobs sera pas efficace et donc le résultat collectif, il sera pas bon. Voilà. Cet entretien, il est fait avec qui? Le premier de Culture Fit? Alors, ça dépend des postes. Il y a des postes d'ailleurs où il y a des pré-entretiens en visio et c'est moi qui les fais en général. En ce moment, par exemple, on recrute sur la partie CSM et donc c'est moi qui fais les pré-entretiens. On a beaucoup recruté dans cette équipe cette année et perso, j'y ai passé énormément de temps. J'ai dû examiner quelques 600 ou 700 candidatures depuis le début de l'année sur juste le poste de CSM. Pas mal. Voilà. Et donc, je fais un premier pré-entretien qui dure une vingtaine de minutes où j'aborde pas encore en détail cette partie perso, mais où je fais déjà un premier niveau de connaissance pour commencer à sentir un peu la personnalité du candidat et bien sûr évaluer quand même si ça coche les cases en termes de parcours, de compétences par rapport à la recherche du moment, avant de transmettre au recruteur en interne à proprement parler qui va être le head of, le futur manager de la personne recrutée. Et puis après, je sélectionne un certain nombre de candidats que j'ai vus en pré-entretien, qui généralement se fait en visio. Et après, le futur manager propose au candidat de venir cette fois au bureau en présentiel parce qu'on considère que c'est intéressant pour nous comme pour lui d'avoir un échange et d'être physiquement ensemble dans une pièce. Ça dit des choses sur les uns et sur les autres d'ailleurs. Et puis je pense que ne serait-ce que pour le candidat de voir les bureaux, de voir comment on est installé, de voir si c'est sympa, pas sympa, si les gens ils ont l'air tendax dans l'open space ou au contraire s'ils ont l'air cool. Voilà, ça lui permet déjà de sentir l'ambiance. Et c'est lors de ce premier entretien avec le manager qui généralement d'ailleurs le reçoit pas seul, il reçoit souvent avec soit un membre du COMEX, soit un de ses collaborateurs à lui. C'est à l'issue de cet entretien où d'abord il fait une partie très convenue où on parle de son parcours, du poste, etc. Après il fait une deuxième partie où on parle plus de perso et on prend le temps, c'est-à-dire généralement une bonne demi-heure, 40 minutes pour parler de lui. Voilà. Alors dans les auditeurs du podcast, il y a essentiellement des entrepreneurs, mais aussi des salariés qui travaillent soit dans l'écosystème souvent start-up et qui peuvent potentiellement chercher à aller vers d'autres horizons. Toi, tu nous dis que par exemple, tu as analysé 600 candidatures. Alors, tu peux pas passer un temps infini sur chacune d'entre elles. Tu peux pas faire une pré-interview de 20 minutes. Qu'est-ce que tu vas regarder ? Et qu'est-ce que tu conseillerais finalement? Est-ce que il faut déjà dans le cadre du CV, en restant un minimum formel, mais laisser sentir certains attraits du soft skills au-delà de simples mentions? Comment tu perçois un peu cet exercice du recrutement? Le soft skills, c'est très dur de le percevoir sur le papier. Le soft skills, clairement, faut passer par un échange. Tu peux faire alors d'abord, je tiens à te rassurer, à rassurer les auditeurs. Je procède pas forcément de cette manière pour tous les recrutements. Il y a des recrutements qu'on fait nous-mêmes
c'est-à-dire sans l'aide d'un chasseur, et où effectivement on va utiliser cette méthode que j'évoquais là, et puis des recrutements, par exemple en ce moment on recrute beaucoup sur la partie dev. On a un cabinet de chasse qui nous accompagne et qui fait ce job et qui nous envoie juste les candidats qu'il a lui identifiés comme étant des bons candidats, et donc on a un flux à notre stade beaucoup moins important. Ça c'était pour te rassurer. Mais effectivement, pour revenir sur ta question, tu peux pas juste sur un CV, une candidature LinkedIn, voir si le mec ou la nana a la bonne culture, la bonne personnalité pour bien s'entendre avec toi, avec tes équipes. En revanche, les outils de ce type-là, il y en a d'autres, permettent quand même de voir déjà s'il a les prérequis en termes de hard skills, en termes de parcours. Tu mets un certain nombre de questions ouvertes qui te permettent de voir si globalement il coche les cases de ce que tu cherches, mais après tu peux pas faire l'économie d'une conversation et d'un échange pour voir si tu as quelqu'un avec qui il se passe quelque chose. Voilà, en termes de en termes humains, est-ce que quand on se regarde et quand on se parle, il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on sourit? Est-ce qu'au contraire on regarde ses pompes, on est mal à l'aise? Voilà, tu peux pas faire cette économie-là, t'es obligé d'y consacrer un peu de temps. Alors après, aujourd'hui, chez Axialis, on n'a pas encore passé l'étape de la RH. On n'a pas de RH dans la boîte. Alors, on a un service administratif qui est support sur toutes les questions juridiques et administratives. Mais la direction RH, tu l'as devant toi. Voilà, et elle est partagée avec quelques managers à l'occasion, suivant les sujets. Mais aujourd'hui, c'est encore très in situ personae. Et pas que de ma personne, hein, mais des managers, des gens qui composent des équipes. D'ailleurs, dans le process de recrutement, il y a toujours aussi un moment donné où le candidat prend un café avec des collaborateurs de différentes équipes. Mais là aussi, je considère que c'est très in situ personnel, c'est processé, mais c'est pas automatisé. C'est-à-dire tu peux pas déterminer avec qui tu vas bien t'entendre ou pas en faisant l'économie de la rencontre et de l'échange très humain, quoi. Ouais, alors tu me disais que parfois certaines pré-interviews se faisaient en visio et que vous faites beaucoup en physique finalement. Est-ce que tu as pu noter des différences et parfois peut-être même, on va pas dire tromper parce que de toute façon entre le moment où tu commences à faire ces pré-interviews là puis tu signes le contrat, bon, vous avez probablement eu l'occasion de vous voir, mais est-ce que tu sens une véritable différence entre du recrutement qui peut se faire en visio, ce qui se fait de plus en plus dans énormément d'entreprises, versus de la rencontre physique, déceler certains un peu langages non verbaux, voilà. Quel est ton C'est arrivé, c'est arrivé. Je te dirais pas que c'est la majorité des cas. Globalement, les gens sont les mêmes. Voilà. Mais c'est arrivé notamment, je pense à un exemple récent où on avait une candidate que quand je l'ai vue en visio, elle était hyper péchue, hyper rentre dedans. Elle m'a un peu bousculé, elle m'a challengé, elle flirtait à la limite même de ce qu'on pouvait se permettre. Ce qui m'avait vachement séduit. Je me dis voilà, quelqu'un qui va nous faire, qui va nous bousculer un peu, qui va nous faire avancer, qui va remettre un peu en question des choses, etc. Et puis qui, une fois sur place, était beaucoup plus timide, beaucoup moins sûre d'elle. Et donc voilà, ça a créé un petit décalage, ce que t'es pas d'ailleurs forcément éliminatoire ou un problème en soi, mais c'était étonnant. Effectivement, il y a ce côté quand même, quand t'es derrière un écran, ça peut t'arriver de te sentir pousser des ailes, et puis quand t'es en physique, tu as pas la même assurance, la même confiance en toi. Donc c'est toujours intéressant effectivement de voir les gens physiquement, de les avoir face à soi et d'avoir une conversation comme on est en train d'avoir là, parce que ça révèle pas forcément la nature profonde des gens, mais ça révèle ce qu'ils vont produire au quotidien dans l'open space. Alors après, il y a des boîtes qui ont un modèle full remote et qui sont jamais tous ensemble dans l'open space.
Donc, il est évident que pour ces boîtes-là, l'entretien visio paraît plus pertinent. Nous, on fait du télétravail évidemment, mais on a quand même une certaine culture du présentiel parce que il y a le côté que j'évoquais précédemment, un peu bande de copains. Ça aime bien rigoler dans l'open space. Moi-même, j'aime voilà me nourrir des conversations informelles, venir m'asseoir et passer un moment avec les équipes dans l'open space. Faire rigoler, voilà. Et ça crée une certaine émulation qui est agréable, qui est sympathique, tout en étant très ouvert au télétravail. Je pense que voilà, globalement dans l'équipe, on doit être moitié du temps en moyenne au bureau, moitié du temps en télétravail. Et le télétravail est intéressant à deux titres à mon avis. D'abord, ça donne du confort dans la vie perso de chacun. Bien sûr. Voilà, parce que il y a toujours un jour où il faut être là pour réceptionner le plombier qui vient réparer une fuite ou une livraison où on est obligé d'être là pour la signer parce que c'est un meuble d'une certaine taille, etc. Donc ça, c'est un point. Mais le second, c'est que je pense que d'un point de vue professionnel, il y a un apport aussi, qui est d'être extrêmement focus pendant une grande plage horaire, une demi-journée, une journée entière. On parlait des CSM tout à l'heure, tu vois, dans une phase de build, de mise en place du projet. Je pense que c'est intéressant que le CSM puisse ne pas être dérangé pendant 4 heures d'affilée pour construire le service, pour être sûr de bien dérouler le cahier des charges comme il a été pensé avec le client. Et que voilà, ça a cet apport aussi. Je pense qu'il faut pas verser néanmoins dans le tout télétravail parce que, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit chez Axialis, ça perd un peu de son âme. Et autant on est des individualistes, c'est-à-dire on croit en la valeur individuelle de chacun et en le droit à l'individualité. Autant il faut pas oublier qu'on cherche à produire un résultat collectif et que pour ça il faut partager un état d'esprit collectif et ça se cultive, ça se cultive aussi en déjeunant ensemble, en rigolant ensemble dans l'open space ou à la machine à café, voilà. Alors, de par ton expérience aussi bien intrapreneuriale que finalement de CEO, une fois le pivot opéré, est-ce qu'il y aurait un échec majeur que tu as pu connaître et auquel tu peux te référer régulièrement, en tout cas qui a eu un impact sur ton quotidien ou sur ta vision, que ce soit du côté pro ou perso? Est-ce que tu aurais quelque chose qui t'a marqué comme ça? Bah, le premier qui me vient à l'esprit, et ça reboucle avec ce que je te disais précédemment sur l'erreur de s'être un peu concentré à certains moments sur les hard skills et pas suffisamment sur les soft. Bah on a vécu avec Alexandra qui est notre VP Revenue un certain nombre de rounds de recrutement sur l'équipe business et notamment sur les commerciaux où on a échoué 3-4 fois de suite. Et quand je dis 3-4 fois de suite, c'est-à-dire que pendant 2-3 ans, on a dû recruter quasiment 3 ou 4 équipes commerciales par round de 2-3 recrutements simultanés à chaque fois. Et où on recrutait pas les bonnes personnalités. Où certes, nous, on était aussi en construction, en termes de produits, en termes de positionnement, d'offres, etc. Donc on n'était pas complètement efficace. Mais on s'est retrouvé avec des gens qui avaient pas le bon mindset et qui étaient pas à la bonne place chez nous, qui savaient certes faire du commercial pour certains et d'autres c'était survendu, mais qui étaient pas capables de nous accompagner aussi parce que nous en tant qu'entreprise, bah, on doit leur donner un cadre, on doit leur donner un accompagnement, on doit leur donner des moyens pour faire bien leur job, mais il y a une réciprocité dans cette relation et on avait des gens qui étaient pas dans la construction. Et donc ça c'est un échec majeur. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps. On a appris évidemment. On aurait peut-être pu apprendre un peu plus vite. Ouais.
Au regard de ton expérience finalement d'éditeur de logiciels, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est dans cet écosystème ou qui veut y aller, vraiment un enseignement majeur dans ce métier que vous menez aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Alors, je vais lui donner un conseil qu'on m'a donné et qui m'a énormément servi dans la construction des équipes et qui nous a permis notamment d'éviter les écueils que j'évoquais précédemment sur des recrutements à côté de la plaque en termes de personnalité. Et ce conseil, c'est Frédéric Mazzella qui me l'a donné il y a quelques années. On était ensemble à un événement dédié aux acteurs du tourisme. Le fondateur de Blablacar, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le fondateur de Blablacar, absolument. On était ensemble au Net Manager, qui est un événement qui rassemble les acteurs du tourisme et qui les emmène 2 fois par an, et notamment en hiver, qui les emmène au ski. Et on était tous les deux sur un télésiège. On parlait de l'intervention qu'il avait faite le matin sur la culture d'entreprise, et je lui disais ouais, c'est super intéressant ce que tu nous racontais sur la verbalisation des valeurs, etc. Mais bon, nous on est une petite boîte. Je pense qu'à l'époque on devait être 20 ou 25, quelque chose comme ça. Ouais, une vingtaine. Et je lui dis bon, nous on est 20, on est encore trop petit pour faire ce genre de choses, ça serait très prétentieux, très prématuré, etc. Il me dit pas du tout. Il dit dès que t'es plus de 10, il faut le faire, parce que d'abord ça va t'aider à construire des équipes avec un mindset cohérent. L'idée c'est pas de recruter des clones, mais c'est qu'il y ait une cohérence dans les équipes, c'est-à-dire qu'il faut à la fois recruter des gens qui ont leur richesse individuelle et qui apportent des choses différentes et des compétences bien sûr, mais en termes de personnalité, mais aussi à la fois se retrouver sur un tronc commun de valeurs humaines. Et c'est ça qui va créer le bon état d'esprit, c'est-à-dire à la fois la différence, mais le fit sur des choses assez essentielles. Et il me dit donc ça va t'aider à construire ça, et ensuite ça va éviter de te perdre dès que vous serez quelques dizaines. Et donc il faut que tu le fasses vite, et c'est ce que j'ai fait en rentrant de cet événement, en rassemblant quelques personnes qui étaient d'ailleurs pas forcément que des managers, mais que j'estimais être des piliers en termes d'état d'esprit de la boîte. Et notamment pour certains des gens qui étaient là depuis très longtemps. Je pense notamment à Alexandre, qui est notre plus ancien commercial, qui est rentré en même temps que moi dans la boîte en 2002. Okay. Ah ouais. Voilà, on est rentré au tout début voilà, de l'histoire. On est rentré ensemble il y a 21 ans, 22 ans maintenant. Bientôt, et on a commencé à jeter des mots sur le paperboard, à jeter des expressions, des trucs qui nous ressemblent, pour rationaliser un peu tout ça et sortir quatre valeurs. Et ça nous a effectivement énormément aidé à mieux calibrer les recrutements et à éviter de nous perdre, à aller chercher des gens sous prétexte qu'ils avaient une compétence particulière, technique qui nous intéressait, mais qui allaient pas du tout bien se mélanger et s'intégrer dans les équipes. Et donc ça, c'est le conseil que je donnerais absolument à un entrepreneur qui se lance, c'est d'être capable. Alors, ça nécessite quand même qu'il y ait quelques collaborateurs, au moins effectivement 7, 8, 10, pour commencer à dire mais on est qui collectivement? Parce que moi je sais qui je suis individuellement. C'est déjà pas mal quand on sait qui on est individuellement. Ça implique déjà d'avoir fait un petit bout de chemin dans sa vie. Clairement. Voilà. Mais toi plus moi plus elle plus lui, etc. Qui on est? Qu'est-ce qu'on partage? Et qu'est-ce qu'on a envie de continuer à partager avec les futurs collaborateurs? Et ça, il faut se poser. Il faut que ça soit pas du bullshit. C'est-à-dire il faut pas que ça soit notre valeur, c'est performance, sérieux, et ouais, ok, on veut tous être performants, on veut tous avoir l'air d'un acteur sérieux, mais on est quoi profondément? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on est un peu à part, qu'on est un peu unique? Et c'est pas prétentieux de dire qu'on veut être unique et à part, c'est juste reconnaître le caractère individuel
d'une équipe, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on va être un peu différent et qu'on va nous choisir nous plutôt qu'un autre, ou qu'au contraire on va pas nous choisir parce qu'on nous aime pas. Mais c'est pas grave, il faut assumer ce qu'on est. Il faut polariser. Voilà, et pour l'assumer, il faut être capable de le déterminer. Et donc déjà, individuellement, c'est difficile parfois de savoir qui on est, mais collectivement, ça nécessite effectivement beaucoup d'échanges. Donc il faut pas que ce soit du bullshit, il faut que ça soit véritable, il faut que ça soit profond, et ensuite il faut décider d'incarner ça. C'est-à-dire que une fois qu'on a décidé ce qu'on était, il faut le cultiver. Et il faut le transmettre. Ça implique de communiquer en interne régulièrement dessus, de l'afficher en externe, parce que finalement donc c'est notre ADN et c'est ce qui fait qu'on va nous aimer ou pas nous aimer. Et il faut pas avoir la prétention de plaire à tout le monde. Je sais pas si tu connais la fameuse phrase de Sacha Guitry qui disait qu'il n'avait pas l'ambition de plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. Voilà, donc il faut assumer qu'on va plaire à certains, pas à d'autres. Mais pour ça, il faut effectivement décider ce qu'on est, encore une fois de manière sincère, et décider de l'incarner, de le cultiver. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, notamment le fait d'avoir fait ce travail en amont sur soi, parce que effectivement, quand tu mets ça à une mesure collective, c'est pas forcément évident d'en accepter un peu les retours du bâton, notamment sur la polarisation, où c'est pas toujours agréable de se rendre compte que certaines personnes ne veulent pas travailler avec nous, et c'est important d'être solide sur ses fondations et ce qu'on pense. Et justement, tu me fais le pont, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de tes bottes secrètes. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place au gré de toutes ces années qui te permettent de réussir dans ce que tu entreprends, donc que ce soit des routines, des habitudes, des discussions. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu fais au quotidien qui te permet de tenir le cap? Alors c'est plus difficile ce que tu me demandes là. D'abord parce que je t'en ai déjà dit un petit bout. J'aurais dû me le garder. Mais parce que j'ai pas véritablement de routine. Ouais. T'as compris que sûrement que j'étais quelqu'un d'assez assez spontané. J'ai quand même effectivement des principes, mais qui sont pas des choses que j'ai théorisées ou érigées comme règles, mais plutôt des choses que je ressens et que je pratique comme je les ressens, notamment en termes d'interaction avec les équipes. Je considère que si tu recrutes quelqu'un parce que tu considères que il est bon dans tel sujet, par exemple tu recrutes un directeur marketing, c'est pas pour lui apprendre le marketing, c'est pour que lui t'apprenne le marketing. Et si toi-même tu t'estimes pas mauvais en marketing, c'est pas forcément simple d'accepter que ton collaborateur t'apprenne ce que c'est que le marketing et comment on va le faire et comment on va bien le faire. Il a peut-être des méthodes différentes des tiennes, et malgré tout, il faut le laisser faire. Il faut lui donner ta confiance a priori. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis je recrute cette personne parce que je considère qu'elle a quelque chose à apporter sur tel segment de notre organisation, qui va permettre de plus développer notre résultat, notre performance d'une manière générale, il faut le faire. Il faut y aller, faut être capable d'abandonner la chose. Alors ça veut pas dire que tu peux pas faire des points régulièrement avec lui ou elle et qui peuvent pas te faire un reporting qui te permet de te rassurer quant à la confiance que t'as donnée, mais il faut donner ta confiance a priori et il faut les laisser bosser. De la même manière, je pense que il faut essayer à la fois de beaucoup s'impliquer dans les discussions avec les équipes. Il faut rester très informé et très proche du terrain. C'est-à-dire que je sais que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui crient à la réunionnite aiguë
et qui se plaignent d'avoir trop de réunions et de pas avoir assez de temps pour bosser. Mais pour moi, participer à différentes réunions des équipes, je peux pas participer à toutes évidemment, mais les réunions les plus régulières, j'essaie d'être là pour y assister. C'est une source d'inspiration majeure. Donc à la fois il faut rester proche du terrain et participer aux réunions qui sont les réunions régulières, la réunion commerciale, la réunion marketing, toutes les points hebdomadaires te permettent de comprendre ce qui se passe, de garder une vision proche de la réalité du marché, comprendre les difficultés de tes collaborateurs. Et à la fois essayer de pas trop intervenir. Ce qui est pas facile non plus parce que voilà, t'estimes que quand même c'est toi le chef, t'as une certaine valeur, tu pourrais dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais en fait, c'est quand même globalement aux équipes de trouver les solutions. Aux managers de ces équipes d'amener les collaborateurs à trouver les solutions. Et donc c'est difficile de pas trop intervenir, mais il faut s'y efforcer. Il faut s'efforcer de à la fois se nourrir de toutes ces discussions et à la fois ne pas brutalement interrompre la discussion en disant non mais les gars vous avez pas compris, on va faire comme ça. Parce que je le sais, parce que j'ai l'expérience et donc c'est comme ça qu'on va faire. De la même manière, je pense que quand il y a une discussion autour d'une table, il vaut mieux s'exprimer en dernier parce que quand tu t'exprimes en dernier, généralement t'as plus de décision à prendre parce que dans 90% des cas, si t'as une équipe qui s'entend bien et qui est cohérente en termes de mindset, la décision elle est déjà prise avant même que t'aies ouvert la bouche et tu n'as plus qu'à dire bon tout le monde est d'accord. Ouais, on arrive à un consensus. Voilà. Et t'as pas eu à imposer une décision qui en plus aurait peut-être été la mauvaise. Donc il faut, c'est comme ça que la valeur va se développer au sein de l'équipe. C'est comme ça qu'ils vont prendre confiance en eux, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir délivrer tout ce qu'ils ont à apporter. Ouais. Alors justement, pour travailler sur tous ces pans-là, ça nécessite aussi de faire un travail sur soi. Comment est-ce que tu progresses justement? Est-ce que c'est par des lectures? Est-ce que c'est par des rencontres que tu fais régulièrement, soit avec des pairs, soit avec des mentors? Est-ce que tu te réfères parfois encore à ton père? Comment tu travailles sur ces sujets? Alors, je suis pas très mentor. Ouais. Ni dans un sens ni dans l'autre. Okay. Je pense que je suis un peu un mentorable, un coachable. Et en même temps, je pense que je serais un très mauvais mentor. D'accord. En revanche, je m'enrichis beaucoup de l'autre. Je passe ma vie à rencontrer des gens et j'adore ça. Mais c'est quelque chose que j'aime au-delà de mon métier. Et je suis quasiment tous les jours dehors ou en petit déjeuner ou en déjeuner ou en dîner, en after work, quand voilà, j'ai besoin de me nourrir de gens qui font pas forcément partie de mon milieu, que j'aurais pas forcément rencontré si je les avais pas rencontrés dans ce cadre-là. Donc effectivement, je m'enrichis beaucoup de l'expérience des autres, tout en sachant que leur expérience n'est pas forcément transposable dans ma situation, mais qui me font réfléchir, qui m'inspirent. Et ça m'arrive, mais je suis sûr que ça t'arrive aussi, de recevoir un conseil et de dire non mais je vais pas suivre son conseil, mais quand même je suis content d'avoir eu cette conversation avec lui parce que ça m'a inspiré plein de choses. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est une première source qui est très importante. Je lis pas mal aussi. Pas forcément un petit peu, mais pas forcément beaucoup de lectures très professionnelles. Ouais. Il y en a eu quelques-unes qui m'ont marqué, mais il y en a aussi plein que j'ai trouvé un peu convenues, qui enfonçaient un peu des portes ouvertes, ou qui juste je trouvais pas très sexy, quoi, qui étaient un peu indigestes. Donc moi j'ai des lectures qui sont plutôt soit de la littérature, soit des essais un peu politique, historique, voilà. T'as une œuvre en particulier que tu recommandes ou qui t'a marqué? Ah, j'en ai plein. Mais disons que il y a un ou deux auteurs ou trois, ouais, qui me marquent plus que d'autres. Et si je devais choisir une œuvre, je te parlerais de La promesse de l'aube de Romain Gary.
Ok. Voilà, qui est en bonne tête, en tête de liste, en bonne place dans ma liste des œuvres que je voudrais faire lire à mes enfants quand ils auront l'âge. Ils sont encore un tout petit peu petits, ils sont au collège, mais ça va pas tarder à être bon. J'ai constitué une petite liste comme ça d'œuvres qui m'ont marqué, qui sont importantes pour la construction individuelle, je pense, et la promesse de l'aube, qui a été magnifiquement transposée en film il y a quelques années, joué par Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a agréablement surpris parce que souvent, quand t'adores une œuvre littéraire, tu peux être t'as déçu. ton imaginaire et t'as peur d'être déçu, et c'était pas le cas. Donc ouais, s'il y en avait une, ça serait celle-ci, mais il faut pas que tu m'en demandes d'autres, sinon l'interview On est parti pour 3 heures pour la journée. Ok. Tout à l'heure, tu parlais du conseil que tu avais reçu de Fred Mazella, donc sur la culture d'entreprise, notamment les valeurs à mettre en place assez rapidement. De façon plus générale, quel est le meilleur conseil que tu aies pu recevoir dans ta vie, que ce soit pour du pro ou du perso, quelque chose qui a pu soit te faire changer ta vision ou tout simplement te construire pour la suite et que tu aimerais repartager? Il y a un truc tout simple. C'était pas d'ailleurs sous forme de conseil, c'était plus sous forme de petite, pas une engueulade vraiment, mais une petite argumentation entre mon père et moi quand j'étais tout jeune commercial. Ça faisait 1 an ou 2 que j'étais là, et où une petite année, et où il me dit un matin où j'étais arrivé à, je sais pas, 9h30 au lieu de 9h, quelque chose comme ça, et où il me dit c'est à cette heure-ci que t'arrives. Mon père, voilà, c'est une autre génération, et puis je lui dis ouais, mais bon, regarde, lui aussi il arrive à cette heure-ci, et lui aussi, bon, ils font leurs chiffres, ils se débrouillent bien, et t'es plutôt content d'eux, etc. Donc c'est pas un problème, etc. Et il dit ouais, mais enfin, t'as envie d'être où? Parce que ils ont 15 ans de plus que toi, 20 ans de plus que toi, t'as envie d'être où dans 20 ans? Donc si t'as envie d'être à leur place, il y a pas de problème, voilà. En revanche, si t'as envie d'être ailleurs, d'avoir de meilleurs résultats, d'avoir Des responsabilités. voilà, des responsabilités, enfin quelque chose qui t'emmène dans un autre paradigme personnel, eh ben il faut que t'en fasses plus, beaucoup plus. Et donc sans porter de jugement de valeur qui serait péjoratif sur le fait d'arriver à 9h30 au lieu de 9h. D'ailleurs, c'est plus tellement un sujet aujourd'hui dans notre environnement professionnel, ce genre de considération. Mais tout ça pour te dire que ce jour-là, j'ai compris que effectivement, il fallait forcer un peu son destin pour arriver à réaliser ce qu'on ambitionne, qu'il fallait bosser parfois plus que les autres, qu'il fallait accepter d'endosser des responsabilités dont on n'a pas forcément la pleine maîtrise. Et c'est d'ailleurs, ça reboucle sur la question que tu me posais tout à l'heure. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur? C'est assez rapidement avoir conscience que on est responsable de tout, et surtout des échecs. C'est-à-dire que il faut accepter l'idée que quand on gagne, c'est l'équipe qui gagne. Quand on échoue tout seul. Même si parfois on a la chance, et comme c'est mon cas, d'être très entouré et d'avoir des gens qui sont là pour te soutenir aussi dans l'échec, et avoir l'état d'esprit et la gentillesse de partager entre guillemets cet échec avec toi. Mais quelque part, il faut accepter que s'il y a un manager qui a été mauvais, c'est ta faute. C'est pas sa faute à lui parce qu'il est mauvais, c'est ta faute parce que c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as recruté, c'est toi qui l'as peut-être pas mis dans les bonnes conditions pour qu'il délivre sa valeur, c'est toi qui lui a peut-être pas donné les bons outils, ou c'est toi qui l'as pas viré plus tôt parce qu'en fait il était mauvais, t'aurais dû le voir et t'aurais dû le virer plus tôt. Donc c'est toujours ton échec, et en même temps ça n'est jamais ta réussite, c'est toujours la réussite de l'équipe, parce que effectivement tu peux rien sans l'équipe, et que ton rôle finalement c'est de les mettre dans les conditions de délivrer leur valeur, et d'être de laisser leur performance s'exprimer. Et s'ils y arrivent pas, c'est soit parce que c'est pas des bons,
et donc t'aurais pas dû les recruter ou les garder, et donc c'est ta faute. Soit c'est parce que tu les as pas mis dans les bonnes dispositions, et c'est ta faute aussi. Mais s'ils réussissent, c'est d'abord parce qu'ils sont bons. Voilà. Ouais, bien sûr. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un dans l'écosystème français, que ce soit un entrepreneur ou une entrepreneuse, mais pas que, une personne de ton choix, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Tu pourrais discuter 1 heure avec elle ou avec lui de n'importe quel sujet. Avec qui tu voudrais le faire et qu'est-ce que tu aimerais aborder? Waouh! Tu me poses une colle, et en même temps, je suis pas sûr que ça me fasse rêver comme OK. possibilité. C'est-à-dire que à la fois, je suis hyper heureux quand je rencontre un entrepreneur ou tout simplement quelqu'un qui participe à une organisation avec talent, avec un caractère particulier, parce que je trouve ça hyper enrichissant. En même temps, je rêve pas de rencontrer un entrepreneur plus qu'un autre, ou je rêve plutôt de rencontrer des gens qui ont du vécu. Mmh. Alors effectivement, ça peut être L'un n'empêche pas l'autre. des entrepreneurs brillants, ça peut être des grands auteurs, ça peut être des aventuriers à proprement parler. Tu vois, j'aurais rêvé de rencontrer Saint-Exupéry, par exemple, qui est à la fois un auteur et un aventurier. J'en ai pas un en particulier. J'ai du mal OK. à satisfaire ta question. T'as pas de bouteille à la mer à lancer Non, alors. non. Génial, OK. Michael, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander et pour qui tu pourrais me faire potentiellement un pont pour que je reçoive pour un futur épisode et que je puisse adresser un peu les mêmes questions et recueillir son expérience? Bien sûr, j'en ai plein, mais il faut que OK. il faut que je te le dise tout de suite devant la caméra. Non, peut-être une personne que tu as éventuellement en tête et nous dire un peu pourquoi ça serait intéressant de la recevoir et puis on pourra échanger bien sûr par la suite. Bah, bien sûr. Je pense notamment à une personne dont je te parlais tout à l'heure sans la nommer, quand je parlais de notre premier business case qu'on a pu mettre en avant, qui a été une rencontre professionnelle mais surtout humaine, importante, pour moi personnellement et pour Axialis d'une manière générale. Je pense à Nathalie Namias, qui est la directrice de la relation client, mais qui est un super intrapreneur de chez DPD, la boîte de transport. Ouais. Et qui a participé à très très belles aventures entrepreneuriales avant cela, et qui est une grande dame de notre écosystème, et qui est par ailleurs une personnalité assez exceptionnelle. Génial. Bah, écoute, on verra ce qu'on peut faire pour éventuellement la recevoir. Michael, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre sur LinkedIn, Axialis, comment on peut voir vos services? Dis-nous tout. Ouais, bien sûr. Alors essentiellement sur LinkedIn, effectivement, Ouais. en suivant la page Axialis, ou en me suivant personnellement. Ce qui d'ailleurs peut-être vous donnera l'occasion de voir d'autres sujets que des sujets professionnels, parce que ça peut m'arriver de parler d'autres choses OK. sur LinkedIn, bien que ce soit un média pro, et bien sûr sur le site axialis.com. OK. T'es assez actif sur LinkedIn? Modestement, Modestement. mais je m'interdis pas de sortir du professionnel. OK. Voilà. Michael, merci encore. C'était vraiment top de nous avoir partagé ton expérience. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, je vous invite à partager l'épisode autour de vous et puis surtout vous abonner, que ce soit sur YouTube si vous nous regardez en vidéo ou bien laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. C'est vraiment super important. Ça me permet de nous soutenir. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!